Le Norbury Journal arrivait chaque dimanche dans la maison de Bell Street. Il était plié en deux et sentait l'encre et l'humidité de l'imprimerie. Madame Thomasine Pargeter le lisait à voix haute après la messe. D'abord, le prix du blé, car une femme doit savoir ce que coûte son pain avant d'en être reconnaissante. Ensuite, les ventes, puis les décès, lentement, avec ses lunettes baissées sur le nez. Et pour finir, car elle gardait le meilleur pour la fin, la colonne des mariages du comté. Monsieur Simeon Calcroft de Yarnton, uni à mademoiselle Amity Dunnage. Elle est la deuxième fille de feu Monsieur Dunnage de cette ville. Elle laissa le journal retomber un peu. Amity Dunnage, dit-elle. 19 ans et un visage de pudding. Pourtant, Dorinda rit dans sa tasse. Elle avait 20 ans et une beauté qui coûte cher à entretenir. Et elle riait de tout ce que disait sa mère. C'était l'une des raisons pour lesquelles sa mère l'aimait bien. Imogen Kelbury ne dit rien. Elle se tenait près du buffet, sa place habituelle du dimanche, car il y avait 3 chaises dans le salon, et elles étaient toutes prises. Ses mains étaient jointes. Il y avait de la farine dans les plis de ses jointures, qu'aucun lavage ne parvenait à enlever. Elle avait 23 ans et vivait dans cette maison depuis 9 ans. Monsieur Havard Belsize, de la banque de Norbury, uni à mademoiselle Charity Winslow. Charity Winslow a 400 livres par an, dit Dorinda. Charity Winslow a 400 livres par an, approuva sa mère. C'est généralement ce que cela signifie quand un gentleman écrit qu'il a noué un attachement. Elle plia le journal en 4, toujours de la même manière. Elle le posa au même endroit, sur le coin de la table le plus proche du feu éteint. Puis elle se tourna sur sa chaise et regarda sa nièce. « Imogen? Oui, ma tante. Personne ne viendra pour toi. » L'horloge dans le couloir continuait son tic-tac. Elle avait appartenu à son oncle Pargeter. Elle retardait de 4 minutes par semaine, et personne dans la maison n'avait l'argent pour la faire réparer. « Je le dis par bonté, » dit sa tante. « Une fille qui n'attend rien n'est jamais déçue, et une fille assise à une fenêtre qui attend est une fille qui a cessé d'être utile. Est-ce que tu me comprends? » « Oui, ma tante. Il n'y a pas de dot, pas de père, pas de maison pour te soutenir. Il y a ma table à laquelle tu manges, et mon toit qui te protège de la pluie. Et rien de tout cela ne te revient de droit. » Elle le disait sans animosité, et c'était ça le plus terrible. On aurait dit qu'elle lisait le prix du blé. « Personne ne viendra pour toi, ma chère. Personne n'a jamais été en chemin. Il vaut mieux le savoir. »« Oui, ma tante. Alors, prends le plateau. » Imogen prit le plateau. Elle entendait cela chaque dimanche depuis ses 14 ans, mais pas toujours avec les mêmes mots. Les premières années, c'était plus doux, enveloppé dans un soupir. Maintenant, c'était dit simplement, comme on dirait qu'il faut aller chercher le charbon. Elle avait appris très tôt à ne pas discuter, car la discussion donnait à cette phrase de quoi se nourrir. Dans le couloir, elle s'arrêta, posa le plateau sur l'étagère et regarda ses mains. Non pas parce qu'elle pleurait. Elle avait appris il y a longtemps que dans cette maison, les larmes étaient considérées comme une preuve. Elle les regardait parce que c'était la seule partie d'elle-même dont elle était sûre. La cuisine, à l'arrière de la maison de Bell Street, était la seule pièce chaude. Et elle était chaude parce que Imogen la maintenait ainsi. Elle avait allumé le four à 4 heures ce matin-là, comme chaque dimanche. Et les briques gardaient la chaleur jusqu'à midi, si on les alimentait correctement. 12 pains refroidissaient sur la longue planche sous la fenêtre, et un 13e sur le rebord. Sa grand-mère était Grisel Kelbury. Elle avait tenu la boulangerie du marché au blé pendant 31 ans. Elle était morte quand Imogen avait 10 ans. Depuis son enfance, Grisel en cuisait 13 pour chaque douzaine. Le 13e était appelé le pain du boulanger. Et dans la maison de Grisel, il n'était jamais vendu ni mangé par la famille. Il était déposé sur le rebord du portail arrière, et y restait jusqu'à ce que quelqu'un le prenne. « On ne fait pas du pain parce que quelqu'un arrive », avait dit sa grand-mère, les bras dans le pétrin jusqu'au coude. « N'importe quel imbécile peut faire du pain pour un homme qui est déjà à la porte. Tu fais du pain pour qu'il y ait quelque chose de prêt quand il viendra. C'est tout ce qui compte. Le reste, c'est de la farine. » Imogen porta le 13e pain à travers la cour. Et avant de le poser, elle pressa le tampon dans la croûte. C'était un petit bloc de buis, usé, pâle, et satiné par l'usage. Sur sa face était gravée une main ouverte tenant 3 épis de blé. Et sous la main, 2 lettres, G.K. Cela laissait une marque peu profonde, pas plus grande qu'un ongle. C'était la seule chose au monde qui appartenait à Imogen Kelbury,
et à personne d'autre. La marque était là pour qu'une famille prenant le pain sache qu'il avait été donné. Si une chose est marquée, personne n'a besoin de le dire à voix haute. Elle le prend sur le rebord et rentre chez elle. Elle n'a pas à se tenir à la porte, chapeau à la main, pour être remerciée. Marque-le et laisse-la garder sa dignité. Elle était arrivée à Bell Street en novembre, à l'âge de 14 ans. Elle était dans la charrette d'un transporteur, avec une boîte contenant 2 robes, et le pétrin de sa grand-mère, avec sa bande d'étain autour de la fissure. Son père était mort quand elle avait 11 ans. Sa mère, 2 ans après lui, de rien en particulier. C'est ce qu'on écrit quand une femme s'éteint tout simplement. Sa tante avait accueilli la charrette à la porte, les bras croisés. « Tu ne seras pas un fardeau », avait dit Madame Pargeter. « Je l'ai dit à Monsieur Inchbold, et je te le dis à toi. Il n'y a pas de charité dans cette maison, mais du travail. C'est mieux, car le travail appartient à celui qui le fait. » Imogen avait cru cette dernière phrase pendant 9 ans. Comme on croit une parole gentille dite un jour de grand froid. Ce n'est que bien plus tard qu'elle comprit que sa tante ne l'avait jamais pensé. Le pétrin alla sous la table de la cuisine et le tampon dans sa poche. Elle l'y garda à travers 9 années de tablier, le déplaçant d'une poche à l'autre comme d'autres femmes déplacent une bague d'une main à l'autre. Imogen posa le pain sur le rebord, le tampon vers le haut, et rentra. Il avait toujours disparu à la tombée de la nuit. Et elle n'avait jamais vu qui le prenait. Elle faisait cela chaque dimanche depuis 9 ans, dans une maison où on lui disait chaque dimanche que personne ne viendrait, et elle n'avait jamais fait le lien entre les deux. Le lundi, elle se rendit au marché au blé avec le panier. Norbury était une ville de marché de 9000 âmes. Elle possédait une cathédrale bien trop grande pour elle. La boulangerie au coin du marché au blé avait appartenu à sa grand-mère. C'était Hester Kettlewell qui la tenait maintenant, à 61 ans. Une veuve avec une langue si acérée que la femme du doyen traversait la place pour l'éviter. « 6, dit la vieille femme en comptant les pains sortis du panier. « 6, et ils sont meilleurs que les miens. Et je préférerais qu'on me dise que je suis laide. Ils ne sont pas meilleurs que les vôtres. Ne soyez pas poli avec moi à 8 heures du matin. Je ne le supporte pas. » Elle s'essuya les mains. 6 pains, 4 shillings et 6 pence. Elle posa l'argent sur le comptoir. Imogen le regarda, puis le ramassa, le rapporta à la maison, et le donna à sa tante dans le couloir, comme elle le faisait chaque lundi depuis ses 15 ans. Madame Kettlewell savait où il allait, et le savait depuis 8 ans. Elle dit ce qu'elle avait déjà dit peut-être 40 fois, sous 40 formes différentes. « Tu pourrais travailler ici. Je ne peux pas. Tu peux, mais tu n'as pas le droit. » Ce qui est une toute autre affaire. Elle commença à empiler les pains. Il y a un lit au-dessus des fours. Il y fait chaud comme en Égypte au mois d'août. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais c'est un lit avec une porte et un verrou à l'intérieur. C'est ma tante. C'est ta tante le dimanche, dit la vieille femme. Le reste de la semaine, c'est ton employeur. Et elle a oublié de te payer pendant 9 ans. Ce que dans mon métier, on appelle par un mot plus court. Imogen passa le panier vide à son bras. Mademoiselle Pargeter doit se marier au printemps, dit-elle. Il y a beaucoup à faire. Madame Kettlewell fit un bruit dans sa gorge. Et qui a payé pour la saison à Bath qui a attiré M. Ewart? Dit la vieille femme. Parce que ce n'était pas le regretter M. Pargeter. Que Dieu ait son âme. Il a laissé 30 livres par an. Et une horloge qui ne donne pas l'heure. Je ne sais pas, dit Imogen. Et elle ne le savait pas. C'était la pure vérité. Mais elle y pensa. Tout le long de Bell Street. Aux robes qui étaient allées à Bath au printemps. 3 d'entre elles. Et une pelisse doublée d'écureuil. Et des gants à 11 shillings. Puis elle rentra et nettoya la grille de la cheminée. Le dimanche suivant était le 5 octobre. Et il plut. Elles revinrent de la cathédrale avec leurs ourlets lourds. Sa tante lut le prix du blé, qui était en baisse, et les décès, qui incluait un conseiller municipal qu'elle n'aimait pas. Et puis, gardant le meilleur pour la fin, les mariages. Capitaine Osric Flatgate, ancien du 43e régiment, uni à Mademoiselle Minot. Mademoiselle Minot a 31 ans, dit Dorinda, ravie. Mademoiselle Minot a 31 ans et possède un moulin, dit sa mère. Elle plia le journal en 4, le posa sur le coin de la table et se tourna sur sa chaise. Imogen? Oui, ma tante. Personne ne viendra pour toi. Et quelqu'un frappa à la porte d'entrée. Ce n'était pas un coup fort, c'était 2 coups de heurtoir en fer, sans hâte. Le coup d'un homme qui a toute la journée et qui s'attend à ce que la porte s'ouvre.
Personne ne frappait à la porte d'entrée de Bell Street un dimanche. Les commerçants passaient par la cour et les visiteurs venaient le mardi. C'étaient les Winslow, et ils venaient à 3 heures. La main de Madame Pargeter était toujours sur le journal plié. 1 seconde, 2 secondes, 3. Bête, appela-t-elle. Sa voix avait monté d'un demi-ton. La porte. La servante traversa le couloir. Elles entendirent le verrou et la pluie devenir plus forte, puis plus faible. Puis elles entendirent la voix d'un homme, basse, disant quelque chose de court. Bette revint dans le salon, marchant étrangement, comme si le sol s'était déplacé d'un pouce pendant son absence. « Madame, dit-elle, Madame, c'est le duc de Calverton. » La tasse de Dorinda tomba dans sa soucoupe avec un bruit sec. « Ce n'est pas possible, dit sa tante. Il m'a donné sa carte, madame. » La carte arriva sur le plateau, et sa tante la prit et la lut 2 fois. Imogen, depuis le buffet, pouvait voir le pouce de sa tante appuyé sur le carton assez fort pour le plier. « Il s'est trompé de maison, dit Madame Pargeter. Dites-lui, non, non. Faites-le entrer dans le salon. Dorinda, tiens-toi droite et enlève cette tasse de tes genoux. Madame, dit Bette, sans bouger. Il n'a pas demandé à vous voir, madame. Quoi? Il a demandé si c'était la maison de mademoiselle Kelbury. Personne ne parla. La pluie continuait de battre contre la fenêtre. Et l'horloge dans le couloir, avec ses 4 minutes de retard, continuait d'être fausse. Et Imogen Kelbury se tenait près du buffet, les mains jointes sur son tablier. Dans la 9e année où on lui disait que personne ne viendrait, elle comprit, sans aucun avertissement, que quelqu'un était venu. Le duc de Calverton était un homme grand, dans un grand manteau mouillé, et il ne l'enleva pas, car personne ne lui avait proposé de le prendre. Il se tenait au milieu du salon froid et le remplissait, sans le vouloir. La pièce mesurait 10 pieds sur 14. Le feu n'était pas allumé, et un homme de 28 ans, qui a été sous la pluie, amène le temps avec lui. Ses cheveux étaient noirs et avaient besoin d'une coupe. Ses yeux étaient d'un brun fauve, de la couleur de la bière tenue devant une fenêtre. Ils firent le tour de la pièce une fois. La cheminée éteinte, les 3 chaises, le journal plié, la jeune fille près du buffet. Et ils se posèrent sur la maîtresse de maison, qui faisait déjà la révérence. « Votre grâce, vous devez nous pardonner. Nous sommes tout à fait pris au dépourvu. C'est dimanche. Nous ne... Dorinda, ma fille. Mademoiselle Pargeter, votre grâce, madame. Et si j'avais su, s'il y avait eu le moindre mot, nous aurions eu un feu, et bien plus qu'un feu. Mais un dimanche, on ne s'attend pas. Non, dit-il, on ne s'y attend pas. Il le dit sans aucune pointe d'ironie, et sa tante cessa de parler. Je cherche mademoiselle Kelbury, dit-il. C'est ma nièce. Ah. Il se tourna. Imogen n'avait pas bougé du buffet. Elle était consciente, avec une clarté qui ressemblait presque à de la colère, de son tablier et de la farine sous ses ongles. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, car elle venait de la cuisine, et n'avait pas eu le temps. Elle ne les rabaissa pas. Les rabaisser aurait été une excuse, et elle n'avait rien fait. « Votre grâce, dit-elle, et fit la révérence. Mademoiselle Kelbury. » Il inclina la tête. « Votre père était-il Reuben Kelbury? » Il l'était. Il tenait le grenier à Tyburn. C'est exact. Jusqu'en 1812. Oui, dit le duc. 1812. Quelque chose se passa sur son visage à ce moment-là. Très petit, et parti avant d'être vraiment arrivé. Comme un oiseau qui s'envole d'une branche et la laisse bouger. Je règle les affaires de mon père, dit-il. Il est mort en mars. J'ai été navré de l'apprendre, votre grâce. Vraiment? Ce n'était pas une question, ni tout à fait un doute. C'était un homme qui disait quelque chose à voix haute pour voir comment cela sonnait dans une pièce. Je l'étais, dit Imogen. Il a été bon pour ma mère une fois. C'est elle qui l'a dit. Le duc la regarda pendant peut-être 3 secondes. Vraiment? dit-il. Madame Pargeter s'avança alors, avec une vivacité dans la voix qu'Imogen avait entendue peut-être 4 fois en 9 ans. La voix que sa tante utilisait chez les Dean et les Winslow, et une fois à un enterrement. Votre grâce, ma nièce est sous mon toit depuis qu'elle est enfant. Une orpheline tout à fait démunie. Et quelle que soit l'affaire, je suis certaine de pouvoir y répondre mieux qu'elle. Elle était une enfant à l'époque et ne se souvient de rien. J'ai tenu ses comptes, pour ainsi dire, toutes ces années. Chaque détail. C'est pratique, dit le duc.
Il y eut une pause qui dura un peu trop longtemps. Alors peut-être me direz-vous, « Madame, dit-il, qui a signé un reçu dans cette maison en juin 1821 ?» Imogen, en observant, vit la main de sa tante trouver le dossier de la chaise. C'était tout. Son visage ne changea pas du tout. La main se referma sur le bois et y resta. « Un reçu, » dit Madame Pargeter. « Un reçu? Votre grâce, il faudrait que je regarde. Il y a beaucoup de papiers dans une maison. Si votre grâce voulait bien m'écrire avec les détails, je vous ai écrit, dit le duc. 2 fois. Je n'ai jamais, en avril et en août. Mon homme d'affaires n'a eu aucune réponse. Alors je suis venu moi-même. Il mit son chapeau, qu'il tenait à la main. J'ai une affaire avec mademoiselle Kelbury, qui concerne mademoiselle Kelbury et, je pense, personne d'autre. Madame, je n'insisterai pas un dimanche. Vous aurez des nouvelles de monsieur Gorst. Il se tourna vers Imogen. Mademoiselle Kelbury, savez-vous lire et écrire? 9 années passées debout près d'un buffet lui montèrent à la gorge d'un seul coup, et elle les ravala, car ce n'était pas sa faute. Oui, votre grâce. Alors la lettre de monsieur Gorst vous sera adressée, dit-il. À votre nom, bonjour. Et il sortit. La porte d'entrée se referma. La pluie l'emporta, et le salon se retrouva avec 3 femmes à l'intérieur, et pas de feu. Personne ne s'assit. Dorinda fut la première à parler, car c'était toujours Dorinda. « Maman, le duc de Culverton était dans notre salon. Tais-toi. » Mais il était dans notre « tais-toi ». Imogen n'avait jamais entendu sa tante crier. Pas en 9 ans, pas quand Dorinda avait cassé le sucrier. Pas le jour où la nouvelle des logements de Bath était arrivée. Madame Thomasine Pargeter ne criait pas. Crier était pour les gens qui ne savaient pas se maîtriser. La bouche de Dorinda se ferma, et elle regarda sa mère comme un chien regarde une porte. Puis sa tante se retourna, de nouveau parfaitement calme, et sourit à sa nièce. « Eh bien, dit-elle, comme c'est étrange. Ma tante, un gentleman de ce rang, ne peut pas être censé tenir ses propres comptes. Un commis a dû faire une erreur. Il doit s'agir d'une vieille affaire concernant une clé de grenier, ou un décompte de sac, ou Dieu sait quoi. Ton père était un serviteur de cette famille, Imogen, et les serviteurs laissent des affaires en suspens. Ce n'est rien. Il a dit qu'il y avait un reçu. J'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il vous avait écrit 2 fois. Il a dit, répéta sa tante, beaucoup de choses pour un homme qui entre dans une maison à 11 heures du matin sans y être invité. Elle traversa la pièce jusqu'à la table, ramassa le journal plié et le reposa. C'était le seul mouvement inutile qu'Imogen l'ait jamais vu faire. « Tu ne répondras pas à cette lettre, dit-elle. Il a dit qu'elle me serait adressée. Tu me l'apporteras, sans l'ouvrir. Ma tante, vous ai-je jamais demandé quoi que ce soit auquel je n'avais pas droit en 9 ans, dit sa tante. Et Imogen se tenait là, les mains dans son tablier, incapable, à ce moment-là, de trouver une seule chose à dire. Plus tard, dans la cuisine, elle gratta les planches, prépara le levain pour le lundi. Elle fit toutes les petites choses que ses mains connaissaient, et son esprit tournait en rond autour d'un seul mot, la rente. Ce n'était pas le mot du duc. Le duc avait dit reçu. Le mot rente était sorti de la bouche de sa tante à 11h30 dans le couloir, très vite, à Dorinda, derrière une porte qui n'était pas tout à fait fermée. 9 mots et rien de plus. S'ils prennent la rente, nous sommes finis. Elle se tenait près du pétrin, les mains dans la farine, et ne bougea pas pendant un long moment. Nous. Il n'y avait pas de nous, et il n'y en avait jamais eu. Il y avait Bell Street, et il y avait Imogen. Et l'espace entre elles était large de 9 ans, et avait été soigneusement entretenu. Mais il y avait, quelque part, une rente. Et un homme avait traversé la pluie un dimanche pour poser des questions à ce sujet. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pendant que nous nous reposons un instant, il y a quelque chose dont nous voulions vous parler. Depuis des années, vous nous demandez une histoire plus longue. Alors, nous en avons écrit une. 3 romans complets, une famille, 26 ans, une promesse. La trilogie La promesse du duc par Gary Pemberton. Et comme beaucoup d'entre vous écoutent au lieu de lire, les livres audio complets sont inclus. Plus de 24 heures avec cette même voix que vous écoutez en ce moment. Vous pouvez l'obtenir en exclusivité sur timelesslovebooks.com. Maintenant, installez-vous confortablement. Notre histoire nous attend. Imogen Kelbury ne se coucha pas cette nuit-là. Elle s'assit sur le seuil de la cuisine, avec son châle autour d'elle,
dans la dernière chaleur des briques. Elle y réfléchit comme elle réfléchissait à une pâte qui avait mal tourné. Sans sentiment, mais en remontant le fil pour trouver le moment où tout avait dérapé. On ne lui devait rien. On le lui avait dit pendant 9 ans, et elle l'avait cru. Et ce genre de croyance s'insinue dans les articulations. Mais un duc était venu à une porte de Bell Street, et les ducs ne viennent pas pour une clé de grenier. À 2 heures du matin, elle se leva, alluma une bougie, alla dans le salon et prit la boîte à écrire sur l'étagère. C'était la boîte de sa tante, ennoyée avec une plaque de laiton. Elle était fermée à clé, et elle l'avait toujours été. En 9 ans, Imogen n'avait jamais essayé d'ouvrir le couvercle. Elle essaya maintenant, et il ne s'ouvrit pas, et elle ne s'y attendait pas. Mais elle resta là, en chemise de nuit, la bougie à la main, et comprit quelque chose de plus utile que n'importe quelle clé. Elle avait vécu 9 ans dans une maison avec une boîte fermée à clé, et ne s'était jamais demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Pas par honneur, par dressage. Voilà ce qu'ils avaient fait d'elle. Elle remit la boîte exactement comme elle était. Puis elle alla à la cuisine, prit le papier d'emballage de la farine, le retourna et écrivit sur le côté propre. Elle écrivit 3 brouillons. Le premier était trop apologétique et le second pire encore. Le troisième faisait 7 lignes et elle le recopia au propre à 4 heures du matin sur une feuille prise dans le bureau du salon. C'était, supposa-t-elle, la première chose qu'elle ait jamais volée. « Monsieur, Sa Grâce le Duc de Culverton m'a fait l'honneur de passer ici dimanche dernier. Il a parlé d'un reçu signé dans cette maison en juin 1821 et de lettres écrites en avril et en août dont je n'ai jamais entendu parler. Je suis la fille de Reuben Kelbury, anciennement de Highfern. Je suis majeur. Je vous demande de m'envoyer, en un compte-rendu simple et de ma propre main, tout ce qui a été payé en mon nom, à qui et quand. Je sais lire. Je vous serai reconnaissante de me répondre, votre obéissante servante, Imogen Kelbury. Elle le relut 2 fois. La dernière ligne l'effraya plus que tout le reste, et elle la laissa. Elle se rendit au bureau de poste avant que la maison ne soit réveillée et paya l'affranchissement de sa propre poche. Elle avait 5 pence au monde, gagnés cet été-là, sou par sou, à la porte de derrière, et gardés dans le bout d'un bas. Elle ne s'était jamais permis de penser à quoi il servirait. L'envoi lui coûta 4 pence. Elle rentra chez elle avec un penny, aucun plan, et le cœur battant comme un oiseau dans une main. C'était la première décision qu'Imogen Kelbury prenait sans demander. La réponse arriva le vendredi, et elle lui fut adressée personnellement. Beth la porta dans la cuisine. On avait dit à Beth d'apporter le courrier à sa maîtresse, et pour la première fois en 4 ans de service, elle ne le fit pas. « Il y a votre nom dessus, mademoiselle », dit Beth. Elle le posa sur la table et sortit rapidement, comme une femme qui dépose quelque chose de chaud. Imogen s'essuya les mains et regarda la lettre un moment avant de la toucher. Mademoiselle Imogen Kelbury. De toute sa vie, elle n'avait jamais vu son propre nom écrit par un étranger. Elle l'ouvrit, debout. « Madame, j'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 6, sur ordre exprès de Sa Grâce, et de vous présenter le compte que vous demandez, simplement comme vous l'avez demandé. En avril 1812, le défunt duc de Calverton a accordé à Madame Joan Kelbury, veuve, et à sa fille Imogen, une rente de 40 livres, payable trimestriellement à la Dame de Mars, à la Saint-Jean, à la Saint-Michel et à Noël. Celle-ci n'était pas prélevée sur le domaine, mais payée par Sa Grâce sur sa bourse personnelle et inscrite de sa propre main. Au décès de la veuve en 1814, la rente a continué pour la fille. Il a été ordonné qu'elle soit versée à sa tutrice, Madame Thomasine Pargeter de Norbury, pour son entretien et son instruction jusqu'à ce que ladite Imogen Kelbury atteigne l'âge de 21 ans. Il a été en outre mis de côté une dot de 400 livres à verser à Mademoiselle Kelbury elle-même pour son 21e anniversaire, ainsi que la rente par la suite entre ses propres mains. La dot a été versée en juin 1821, à ce bureau, contre un reçu signé A. Kelbury. Depuis cette date, la rente a été versée et reçue trimestriellement par la même main, la dernière à la Saint-Michel, le 2 octobre. Madame, je suis chargé d'ajouter un dernier détail. Dans l'accord de 1812, il y a un mémorandum de la propre main du défunt duc, dont je vous donne les mots exacts. L'enfant doit apprendre ces lettres. Elle ne doit être liée à aucun service. Je suis, madame,
Votre obéissant serviteur, Cuthbert Gorst. Elle le lut 2 fois, puis s'assit sur la chaise de la cuisine, qu'elle n'avait pas l'habitude d'utiliser, et le lut une 3e fois. 40 livres par an. Elle fit ses comptes comme elle faisait tout, à voix haute et lentement, sur le bois de la table avec un doigt mouillé. 11 ans, 440 livres, et 400 de plus en juin 1821, le jour de ses 21 ans. Le jour qu'elle avait passé à ranger la chambre du fond pour la mère de M. Ewart, qui était attendue et qui n'était pas venue. 840 livres. Elle pensa aux 4 shillings et 6 pence qu'elle avait rapportés chaque lundi dans Bell Street depuis ses 15 ans. Elle pensa à la main de sa tante se refermant sur le dossier de la chaise. Et elle constata qu'elle n'était pas, en fait, en colère. Pas encore. Ce qu'elle ressentit d'abord fut un vertige. Comme si un sol sur lequel elle s'était tenue toute sa vie s'était révélé être un couvercle. Elle ne doit être liée à aucun service. Imogen Kelberry regarda ses propres mains, la farine dans les plis de ses jointures, la cicatrice brillante d'une vieille brûlure sur le dos de la gauche. C'est à ce moment-là que la colère vint. Elle ne vint pas comme une fureur, mais comme une petite phrase, nette et froide, venue de nulle part, avec la voix de sa grand-mère. Quelqu'un a mangé ton pain pendant 9 ans en te disant que c'était toi qu'on nourrissait. Elle mit la lettre dans son corsage. Elle enleva son tablier, ce qu'elle ne faisait jamais avant 4 heures, et le suspendit au clou. Puis elle sortit de la maison, sans dire où elle allait, ce qu'elle n'avait pas fait depuis ses 14 ans. La halle de Norbury a 4 siècles et repose sur 22 piliers de pierre, avec un étage pour le blé et un espace ouvert en dessous. Imogen alla se tenir au 3e pilier, depuis le coin nord-est. Elle n'avait pas pu faire cela depuis des années. Elle l'avait contourné, avait traversé la place de l'autre côté sans le décider, se disant que c'était à cause de la foule. La pierre était froide et légèrement humide. Il y avait un grand éclat à peu près à la hauteur de son épaule. Une vieille blessure, pâle dans le gris, là où quelque chose de lourd l'avait frappée il y a longtemps. Mademoiselle Kelberry. Elle ne sursauta pas. Elle avait entendu les bottes sur les pavés depuis quelques secondes sans les associer à quoi que ce soit. Le duc de Calverton se tenait à 4 pas, son chapeau à la main. « Votre grâce, vous avez eu la lettre de Gorst ?»« Il y a 1 heure, dit-elle, et entendit à quel point sa propre voix était plate, et ne prit pas la peine de l'adoucir. Bien. Il ne s'approcha pas. Elle le remarqua avant toute autre chose, et s'en souvint toujours. Il resta où il était, et la laissa avoir le pilier. « Vous venez ici ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Elle l'avait compris dès qu'elle avait vu son visage, qui était celui d'un homme qui arrive à un endroit où il vient souvent. Oui. Pourquoi? Un gentleman de votre rang ne reste pas planté sous une halle en octobre. Le duc retourna son chapeau une fois dans ses mains. « Parce que j'étais là, » dit-il. La pluie avait cessé. « J'avais 17 ans, » dit-il. De retour de l'école. Le 24 mars 1812. Le blé à 126 shillings le quart, et les pauvres de cette ville, vivant de navets depuis la Chandeleur. Il leva les yeux vers les poutres. Mon père a ordonné l'ouverture du grenier de Highfern, de la farine à moitié prise sous ce toit, pour quiconque venait avec un sac. C'était la bonne chose à faire. C'était la seule bonne chose qu'il ait jamais faite que quelqu'un ait vue. Je sais ce qu'il a ordonné, dit Imogen. Savez-vous combien sont venus? Non, moi non plus. Personne n'a compté. Bien que certains aient dit 2000. Il resta silencieux un moment. Ils ont commencé à faire la queue à 4 heures du matin, dans le noir. À 8 heures, il y avait des gens au milieu qui ne pouvaient ni sortir ni tomber. Et vers 8h15, les tréteaux se sont renversés à l'extrémité nord. Imogen posa sa main à plat sur le pilier. Il était dessous, dit-elle. Oui. 3 jours, dit-elle. Il a vécu 3 jours. J'avais 11 ans. Ils ne m'ont pas laissé entrer dans la chambre avant le dernier matin. Et à ce moment-là, il n'était plus là pour qu'on lui parle. Je sais. Il regardait l'éclat dans la pierre, et non elle. Je sais qu'il a vécu 3 jours. Et je sais quel jour il est mort. Je le sais depuis 11 ans, et je ne l'ai jamais dit à voix haute jusqu'à cette minute. Elle le regarda. « Où étiez-vous » dit-elle, quand les tréteaux se sont renversés. Le duc de Calverton regarda de l'autre côté de la place, les fenêtres supérieures de l'auberge de l'Ange. « Là, dit-il. À l'auberge, à la fenêtre de la grande salle au premier étage, avec mon père. Il m'avait amené pour voir ça, dit-il. Et là, pour la première fois,
sa voix fit quelque chose. Elle se cassa et il la reprit en main aussitôt, comme un homme prend la tête d'un cheval. Il a dit, « Tu auras à faire ça un jour, et tu ferais mieux de voir comment on fait. » Et quand ça s'est renversé, il a fermé la fenêtre. Imogen ne parla pas. Il a fermé la fenêtre. Il m'a dit de m'asseoir et a envoyé son palefrenier chercher le chirurgien. Et puis il s'est assis, le dos à la vitre, et n'a pas bougé pendant 2 heures. Il n'est pas descendu. Il y avait 400 personnes sur cette place, et le duc de Calverton n'est pas descendu parmi elles. J'avais 17 ans, et je l'ai détesté pour ça depuis. Je le lui ai dit en face à 20 ans et à 24 ans, et en mars, à sa propre porte, 6 jours avant sa mort, quand il m'a fait appeler. « Vous n'y êtes pas allé, dit Imogen. Je n'y suis pas allé. La place était presque vide, et c'était un vendredi d'octobre, et la lumière pensait déjà à partir. En avril, j'ai ouvert son livre privé, dit le duc. Pas les livres du domaine, le petit dans le bureau qu'il tenait lui-même, et ne laissait aucun commis toucher. 11 ans de compte, au jour de paiement, de sa main, chacun d'eux. Il s'arrêta. Kelbury, 40 livres. Kelbury, 40 livres. Kelbury, 40 livres. 44 fois. Imogen sentit qu'elle devait se tenir au pilier. Il ne l'a jamais dit à personne, dit-elle. Il ne me l'a jamais dit. Il retournait de nouveau le chapeau. Il ne l'a jamais dit à son frère. Il ne l'a jamais dit à l'homme qui a écrit son testament. Il l'a caché, comme un autre homme cache une dette. Quelque chose traversa son visage, qui n'était pas tout à fait de l'amertume. J'ai passé 7 mois à découvrir ce qu'était mon père. Un lâche qui ne pouvait pas être dans une pièce avec ce qu'il avait fait. Et un homme qui a payé pour cela chaque trimestre pendant 11 ans, sans jamais se laisser remercier. Je ne sais pas quoi faire de ça, mademoiselle Kelbury. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire de ça. Et voilà. Un duc, debout sous la pluie, sous une halle, racontant à la petite fille d'une boulangère une chose qu'il n'avait dite à personne au monde. Imogen ne dit rien du tout pendant un long moment. C'était, bien qu'elle ne le sût pas alors, exactement la bonne chose à faire. Et ce fut la raison de tout ce qui suivit. Puis elle dit, « Il a écrit que je devais apprendre mes lettres. Oui, et n'être lié à aucun service. » Elle attendit qu'il ramène ses yeux vers elle. « Votre grâce, depuis 9 ans, je me lève à 4 heures. » Le duc de Calverton se tint très immobile. « Dites le reste, dit-il. Il n'y a pas de reste. » Et c'est tout. Je me suis levé à 4 heures. J'ai allumé un four, j'ai cuit 13 pains, j'en ai porté 6 au marché au blé. J'ai rapporté 4 shillings et 6 pence, je les ai donnés à ma tante dans le couloir, et on m'a dit le dimanche que personne ne viendrait pour moi. Elle entendit sa propre voix, et elle était stable, et cela l'a surpris plus que tout. Je ne savais pas qu'il y avait de l'argent. Je veux que vous le croyiez, car on dira le contraire. Je vous crois. Vous ne pouvez pas le savoir. Non, dit-il. Je vous crois. 3 mots. On lui en avait donné beaucoup en 9 ans, la plupart gentils en apparence. Et ces 3-là s'installèrent dans sa poitrine et y restèrent. Sa tante attendait dans le couloir quand elle rentra, la bougie déjà allumée, bien qu'il ne fit pas encore nuit. Tu étais dehors. Où? Imogen suspendait son châle. À la halle, dit-elle. Le menton de sa tante se leva d'un demi-pouce. Il n'y eut aucun autre signe, et il n'y en avait pas besoin. Il y a eu une lettre ce matin, dit-elle. Beth me dit qu'elle te l'a donnée. Je t'ai déjà demandé cette lettre une fois, non ouverte. Je ne le demanderai pas à nouveau. Non, dit Imogen. Le mot sortit tout à fait normalement. Elle s'attendait à ce qu'il arrive avec du feu et des trompettes. Au lieu de cela, il sortit de sa bouche en chaussons, se tint dans le couloir, et était simplement vrai. Sa tante la regarda. « Je vous demande pardon? Vous m'avez demandé une lettre qui m'était adressée personnellement, » dit Imogen. « Je l'ai lue. Je la garderai. Vous pouvez me demander n'importe quoi d'autre au monde, et je vous répondrai. Donne-moi la lettre. » « Non, ma tante. » Il y eut un silence dans le couloir de la maison de Bell Street qui dura, selon l'horloge lente, quelques 11 ou 12 secondes. 9 ans. Pendant tout ce temps, Imogen Kelbury n'avait précisément rien refusé à sa tante, et elle n'avait pas su que ce serait si silencieux. « Fille ingrate, dit sa tante. Peut-être. Sais-tu ce que j'ai dépensé pour toi? » Et voilà, posé sur le sol du couloir entre elles comme un gant. Imogen le regarda, et comprit qu'elle pouvait le ramasser maintenant, à cette minute, avec Beth,
qui écoutait dans les escaliers de la cuisine, et Dorinda, qui écoutait sur le palier. Ce serait le pire endroit et la pire heure possible pour le faire. Elle était dans une pièce avec un four depuis l'âge de 9 ans, et elle savait ce que fait la chaleur quand on ouvre la porte trop tôt. « Non, ma tante, dit-elle. Je ne sais pas ce que vous avez dépensé pour moi. J'aimerais beaucoup le savoir. Je pense que vous aimeriez me le dire un jour, quand nous serons toutes les deux assises. » La main de Madame Pargeter s'agrippa au poteau de la rampe. « Va à ton travail, dit-elle. »« Oui, ma tante. » Elle alluma le four à 4 heures le lendemain matin, comme toujours, et sortit 13 pains. Elle mit le 13e sur le rebord du portail arrière, avec la marque de sa grand-mère dans la croûte. Puis elle apporta le panier au marché au blé. Madame Hester Kettlewell était à la pelle, les manches retroussées, et elle regarda le visage d'Imogen pendant environ 2 secondes. « Bien, dit-elle. Ferme la porte. » Imogen ferma la porte. Tout sortit mal, dans le désordre, avec les comptes au milieu. Et une fois, elle dut s'arrêter complètement et rester à regarder le bac à farine. Madame Kettlewell ne la toucha pas et ne dit pas « Allons, allons », ce dont Imogen lui fut reconnaissante toute sa vie. À la fin, elle s'essuya les mains très lentement sur son tablier. « 840 livres, dit-elle. Et la rente qui court toujours. Et la rente qui court toujours. » Madame Kettlewell s'assit sur le bac à farine, ce qu'elle ne faisait jamais. Griselle Kelbury m'a recueilli quand j'avais 14 ans, m'a appris le métier et m'a laissé cette maison. Et je connais ta tante depuis qu'elle était Thomasin Swat, avec ses cheveux sur le dos. Je veux dire que je ne me suis jamais douté. Je me suis douté. Je me suis douté qu'il y avait de l'argent dans cette maison qui n'avait rien à y faire. Et je n'ai rien dit parce que ce n'était pas ma maison et que tu n'étais pas ma fille. Elle leva les yeux. C'était de la lâcheté. Et je suis trop vieille pour l'appeler autrement. Maintenant, assieds-toi et écoute-moi. Je préfère rester debout. Alors reste debout. 9 shillings par semaine, le gîte et le couvert, et la chambre au-dessus des fours. Je te veux ici à 4 heures, et je veux que tu sois parti à 2 heures. Et après 2 heures, je me fiche de savoir où tu vas ou à qui tu parles. Dans 3 ans, tu connaîtras le métier mieux que moi. Et je serai morte ou dans un fauteuil, et nous parlerons du bail à ce moment-là. Le veux-tu? Imogen ouvrit la bouche. Avant de répondre, dit la vieille femme, « Comprends ce que tu acceptes. Cette ville dira que tu as abandonné ta tante. La moitié dira que tu l'as fait pour un duc. Personne ne dira que tu l'as fait parce que 800 livres de ton propre argent sont passés dans une pelisse doublée d'écureuils. Personne ne dit jamais ça. Ce n'est pas une chose intéressante à dire. Je le sais. Alors? Oui, dit Imogen. Je le veux. Elle retourna chercher sa boîte cet après-midi-là, seule. Il y avait très peu de choses dedans. 2 robes, un livre de prière, la lettre, un peigne et le pétrin de sous la table de la cuisine. Sa tante la vit le prendre et ne l'en empêcha pas. Madame Pargeter se tenait sur le seuil de la cuisine. « Si tu sors par cette porte, dit-elle, tu ne reviendras pas dans cette maison. »« Non, ma tante, tu seras une servante dans une boutique. Je serai payée, » dit Imogen. Elle cala la boîte sur sa hanche. Au portail de la cour, elle s'arrêta parce que le rebord était vide et parce qu'elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas partir sans savoir. « Qui le prend ?» dit-elle. « Le pain. En 9 ans, je n'ai jamais vu. Le savez-vous? » Quelque chose se passa sur le visage de sa tante à ce moment-là, si bref et si peu gardé qu'Imogen y pensa pendant des semaines. « Les enfants Took, » dit sa tante. « De Sheep Street. Ils sont 6 et le père est à la briqueterie quand il est quelque part. » Elle le dit d'un ton neutre. Ils viennent à la tombée de la nuit. La fille aînée passe par-dessus le mur pour ne pas être vue au portail. Vous le saviez depuis tout ce temps? Bien sûr que je le savais. Je sais tout ce qui se passe dans ma maison, et vous ne l'avez jamais empêché. Non, dit sa tante. Et puis, parce que cela lui avait coûté quelque chose, elle ferma la porte. Norbury parla, comme la vieille femme l'avait prédit. Imogen entendit des bribes par-dessus le comptoir. Que sa tante avait été traitée honteusement par une fille ingrate, et que sa tante avait chassé une nièce qui avait pris de grands airs. Elle pesait la farine, rendait la monnaie et laissait tout cela glisser sur elle comme la météo. Le 3e mardi d'octobre, une note arriva pour elle à la boulangerie, d'une écriture de commis, et à l'intérieur, d'une autre écriture, 4 mots et une initiale. Apportez la lettre. Venez à Highfern. Gorst enverra une chaise. Si, elle n'avait jamais vu Highfern. Le domaine se nichait dans un pli des collines,
à 8 miles au nord de la ville. Long, bas et gris, il n'avait pas été construit pour être admiré. Le parc avait été un peu laissé à l'abandon, et il y avait des moutons, ce qu'elle aimait. Monsieur Cuthbert Gorst l'accueillit à la porte. 60 ans, sec, en noir, avec l'air d'un homme qui a passé sa vie à être la seule personne dans la pièce à avoir lu les documents. « Mademoiselle Kelbury, vous êtes ponctuelle. Je suis boulangère, monsieur, et nous n'avons pas d'autre vertu. » Quelque chose comme de l'amusement traversa son visage et disparut. « Sa grâce est dans la bibliothèque. Je vous dirai d'abord ce que je lui dirai après. Votre lettre du 6 est maintenant dans mon coffre-fort, et j'en suis heureux, car elle est datée, de votre main, et dit clairement que vous n'avez jamais entendu parler de ces paiements. » Il la regarda par-dessus ses lunettes. « Cette lettre pourrait un jour être la chose la plus précieuse que vous possédiez. Je ne voudrais pas que vous en envoyiez une autre semblable sans me le dire. Ai-je des ennuis, monsieur? » « Non, madame, dit l'avocat. Quelqu'un en a. La bibliothèque de Highfern était froide, et sentait le cuir, la fumée de charbon et légèrement les pommes. Il y avait des étagères jusqu'au plafond sur 3 côtés, une échelle, et sur le 4e côté, une fenêtre avec toute la vallée grise dedans. Imogen s'arrêta sur le seuil. Elle n'avait pas su jusqu'à ce moment qu'elle avait désiré une pièce comme celle-ci toute sa vie, et elle n'en avait jamais vu. Le duc se tenait au bureau, le dos tourné. « Mademoiselle Kelbury, votre grâce, venez voir ceci. » C'était un petit livre, à peine plus grand qu'une main, relié en veau brun brillant au coin. Il l'ouvrit à un ruban et le tourna sur le bureau pour lui faire face. Imogen s'approcha et regarda. L'écriture était petite, droite et désespérément régulière. La main d'un homme qui n'aimait pas ça. Dame de Mars, 1812, Kelbury, 40. Saint-Jean, 1812, Kelbury, 40. Saint-Michel, 1812, Kelbury, 40. Elle tourna une page, puis une autre. Les années passèrent sous son pouce, trimestre par trimestre, de la même main, sans jamais un mot de commentaire, jamais une remarque. Toutes les 4 entrées, l'année changeait, et les lettres devenaient très légèrement pires, comme le font les lettres d'un homme entre 52 et 63 ans. À l'entrée de la Saint-Jean, 1821, l'écriture cessa d'être la même. Elle le vit tout de suite, et n'importe qui l'aurait vu. Les 11 dernières entrées étaient d'une écriture de copiste, nette et morte. Et contre celle de juin de cette année-là, il y avait une note. Dot 400, payé au bureau, reçu prix. Il a écrit les 38 premières lui-même. Le duc posa un doigt sur la page où l'écriture changeait. Après ça, sa vue a baissé. Gorst les a écrites, et il les a signées. Imogen posa son doigt sur la page et ne le leva pas. « Il n'est jamais venu, dit-elle, en 11 ans, pas une seule fois. »« Il n'est pas venu me voir. »« Non. Pourquoi ?» Le duc resta silencieux. « Parce qu'il aurait dû voir votre visage, dit-il. » Ils dînèrent à 4 heures car les jours raccourcissaient. La salle à manger de Highfern contenait une table pour 24 personnes, et les couverts avaient été mis aux 2 extrémités. Imogen se retrouva à regarder 30 pieds d'acajou vers un homme à qui elle n'aurait pas pu parler sans élever la voix. Elle s'assit un moment, puis se releva, et le laquais se figea. « Votre grâce, dit Imogen. Puis-je me déplacer ?» Il y eut une pause du genre qui contient toute une maison. « Vous déplacez où ?»« Plus près. J'ai porté des assiettes pendant 9 ans, et je ne voudrais pas donner du travail. Mais je ne peux pas crier sur un homme à travers sa propre table, et je ne veux pas manger avec quelqu'un dont je ne vois que la silhouette. » Le duc la regarda le long de l'acajou. « Worthing, dit-il. Déplacez les couverts. » Ils furent déplacés dans le coin, à angle droit, ce qui scandalisa sans doute la cuisine. Ils mangèrent leurs moutons à moins de 3 pieds l'un de l'autre. Et la pièce, qui avait été aménagée pour impressionner, abandonna et devint une pièce où 2 personnes dînaient. La conversation porta principalement sur le pain, car Imogen était sur un terrain qu'elle connaissait, et eut le bon sens d'y rester. Ce que le grenier de Highfern contenait en 1812, et ce qu'il contenait maintenant, c'est-à-dire rien, car il n'avait pas été utilisé depuis la mort de son père. « Rien ?» dit-elle. « Depuis 11 ans, il est fermé à clé. C'est un espace sec pour 140 tonnes de grains qui ne sert à rien, au-dessus d'un village de 900 personnes. Oui, votre grâce, dit Imogen. Pardonnez-moi, mais vous êtes tous les mêmes. Vous avez si peur de mal faire les choses que vous ne les faites pas du tout. » Et pendant ce temps,
Il y a un toit qui se dégrade sous la pluie. Le duc de Calverton posa son couteau. Un instant, elle crut qu'elle était allée trop loin et découvrit que cela lui importait peu. Et puis elle vit ce qui se passait réellement au coin de sa bouche. Ce n'était pas un sourire, c'était presque « Vous feriez mieux de répéter ça », dit-il. « Quelle partie? Vous êtes tous les mêmes. Personne ne m'a dit « vous tous » depuis la mort de mon père. Ils disent « votre grâce » et ils veulent dire la même chose, et ce n'est pas du tout la même chose. Dorinda vint à la boulangerie le dernier vendredi d'octobre, à la tombée de la nuit, sous une capuche. C'est exactement comme ça que les jeunes dames de 20 ans croient qu'on passe inaperçu. Imogen était en train de couvrir les fours. « Tu dois revenir », dit Dorinda. « Assieds-toi. » « Je ne m'assiérai pas. »« Tu dois revenir, Imogen. » C'est tout. Maman ne dort pas. Elle reste debout. Il y a un homme du bureau de M. Lorimer qui est venu 2 fois, et elle ne veut pas le voir. Elle a vendu le buffet. Elle a vendu le buffet de papa, et elle dit que ce n'est rien. Et la mère de M. Hewitt a écrit pour dire qu'au vu de certains rapports, elle s'arrêta. « Certains rapports, dit Imogen. Ils vont rompre. » Le menton de Dorinda trembla, et elle ressembla, pour la première fois de sa vie, à sa mère. « Ils vont rompre. J'aurai 20 ans et je serai abandonnée, et tout le monde le saura. Et c'est de ta faute. » Imogen posa la pelle contre le mur. « Dorinda, dit-elle, sais-tu d'où venait l'argent? Pour Bath, maman a eu un héritage. » « De qui ?» Dorinda ouvrit la bouche, puis la referma. C'est à ce moment-là qu'Imogen comprit que sa cousine n'était pas une idiote, et qu'elle ne l'avait pas été depuis un certain temps, et que ne pas être idiote dans cette maison avait dû être un travail très difficile. « Rentre chez toi, dit-elle doucement. Demande-lui. Pas ce soir. Demande-lui quand elle sera assise. » Monsieur Gorst vint à la boulangerie du marché au blé le 4 novembre. Avec lui vint Sir Miles Trumbull, qui siégeait au tribunal de Norbury depuis 22 ans. Il était si manifestement mal à l'aise dans une boutique que la vieille femme lui donna la bonne chaise par pure malice. Ils posèrent 3 papiers sur la table frottée. Le premier était le reçu de juin 1821 pour 400 livres. I. Kelbury. Le deuxième était le reçu de la Saint-Michel dernière pour 10 livres. I. Kelbury. Le troisième était sa propre lettre du 6 octobre. Mademoiselle Kelbury, dit Sir Miles, regardez les 2 premiers, s'il vous plaît, et dites-moi franchement, est-ce votre écriture? Imogen regarda. Les lettres étaient droites et soignées, faites lentement par quelqu'un, qui avait réfléchi à la façon dont une jeune femme écrirait, et qui avait presque réussi. L'ec était faux. Il avait un pied, un petit coup de pied vers la droite, et Imogen n'avait jamais de sa vie mis de pied à un K, car sa mère lui avait appris à écrire d'après un cahier de modèle sans pied. Non, monsieur. Vous en êtes certaine? J'en suis certaine. Avez-vous déjà signé un reçu de votre vie, madame? Pour quoi que ce soit? Non, monsieur, dit Imogen. Je n'ai jamais rien eu à signer. Sir Miles posa ses mains sur ses genoux et regarda le sol de la boulangerie pendant un moment. Alors je dois vous dire ce que vous tenez, dit-il. Produire un reçu falsifié pour de l'argent n'est pas une mince affaire et ce n'est pas une querelle de famille. En droit, c'est un crime, et ce crime est passible de la peine capitale. La main de Madame Kettlewell s'arrêta sur la pelle à farine. « Capitale » dit Imogen. « Je ne dis pas que cela en arrivera là, et c'est très rare maintenant. Les jurys de ce comté ont l'habitude d'évaluer un papier à 39 shillings pour sauver une tête, et le tribunal a l'habitude de les laisser faire. » Il le dit d'un ton calme. « Mais je ne vais pas rester dans une boutique et raconter un mensonge réconfortant à une jeune femme. Si cela va aux assises et est prouvé, le pire est la corde, et le plus probable est la déportation pour 14 ans. Et une femme de 54 ans ne revient pas de ça. » Le four craqua en refroidissant, et quelqu'un passa sur la place en sifflant. « Monsieur, dit Imogen, puis-je vous poser une question qui ne concerne pas la loi? Vous le pouvez. Combien de temps cela prendrait-il? 12 à 14 semaines aux assises de Carême. Et pendant ce temps, tout Norbury le saurait. Tout Norbury, dit Sir Miles Trumbull, le sait déjà, madame, et le sait mal, ce qui est pire. Quand ils furent partis, le duc vint. Il avait été sur la place tout le temps. Elle l'avait vu de la fenêtre, arpentant la halle, aller et retour. 22 piliers et 22 piliers, comme un homme dans une cage qu'il s'était construite. Il entra, se tint près de la porte, et ne s'assit pas. Gorst vous a dit. Sir Miles m'a dit.
Alors entendez ceci de ma part, et que ce soit fini. Il avait de nouveau son chapeau dans les mains. C'est l'argent de mon père et le papier de ma maison. Gorst est mon serviteur. Trumbull a dîné à Highfern mardi dernier, et je pourrais présenter cela au magistrat demain matin, sans vous le demander du tout. C'est la pure vérité de ce que je suis capable de faire. Je le sais, je ne vais pas le faire. Imogen leva les yeux. C'est votre argent, dit le duc de Culverton. Il a été mis de côté pour vous en 1812, et il a été mangé devant vous pendant 11 ans, pendant qu'on vous disait que vous n'aviez rien. Ils ont tout arrangé, chacun d'eux. Et maintenant, voici Gorst avec un coffre-fort et Trumbull avec un mandat, arrangeant tout à nouveau, gentiment, par-dessus votre tête. Il s'arrêta. Je ne serai pas un de plus. Ce qui sera fait de ce papier, mademoiselle Kelbury, c'est vous qui déciderez. Je m'y conformerai, même s'il me faut 1 an pour l'accepter. La boulangerie était chaude et sentait la levure et la brique chaude. Pourquoi? Dit-elle. Parce que mon père s'est tenu à une fenêtre et a pris une décision concernant 400 personnes sans descendre parmi elles, dit le duc. Je l'ai détesté pour ça pendant 11 ans, et je ne vais pas me tenir à une fenêtre au-dessus de vous. Imogen se rendit à Bell Street le jeudi, dans l'après-midi, seule. Beth ouvrit la porte et fondit en larmes, ce qui fut mortifiant pour tout le monde, puis descendit les escaliers de la cuisine. Le feu du salon était allumé, et cela effraya Imogen plus que toute autre chose dans la maison, car c'était le 4 du mois, et sa tante n'avait jamais allumé un feu de salon avant décembre de sa vie. Madame Thomasine Pargeter était assise dans le fauteuil près du feu, les mains sur ses genoux, et rien dedans. Pas de travail, pas de papier, rien. Le buffet avait disparu. Il y avait un rectangle plus pâle sur le mur où il s'était tenu, et le tapis en dessous avait gardé sa couleur. « Ma tante, assieds-toi, » dit sa tante. Imogen s'assit pour la première fois en 9 ans dans ce salon. « Tu as vu Trumbull ?»« Ce matin, » dit Imogen, et posa ses mains sur ses genoux, car il n'y avait rien d'autre à faire avec dans la pièce. « Alors tu sais que ce sont les assises. » La voix de Madame Pargeter était parfaitement égale. « Tu n'as pas besoin d'adoucir les choses. Je le sais depuis le dimanche où il est venu à la porte. » Je savais ce que le mot « reçu » signifiait avant qu'il ait fini de le dire, ce qui est plus que ce que ma fille sait. Et j'ai l'intention qu'elle continue de ne pas le savoir aussi longtemps que possible. Elle a deviné? Oui, dit sa tante. J'ai vu qu'elle l'avait fait, mardi. Elle tourna la tête alors. Et regarda le feu, et Imogen vit qu'elle avait vieilli de peut-être 5 ans en 1 mois, et que la peau de son cou s'était relâchée sur l'os. Tu m'as posé une question dans le couloir, dit Madame Pargeter. Tu as dit que j'aimerais te le dire un jour, quand nous serions toutes les deux assises. C'était malin. J'y ai pensé toutes les nuits depuis, et je n'ai pas dormi. Et je veux que tu saches que c'était la chose la plus maligne que quelqu'un m'ait jamais faite. Je ne voulais pas que ce soit malin. Non. C'est pour ça que ça a marché. Elle lissa sa jupe sur son genou une fois. Ton oncle Pargeter est mort en mars 1813, et il m'a laissé 30 livres par an, une horloge et une fille de 10 ans. Elle dit, 30 livres. Tu ne sais pas ce que ce chiffre représente, parce que tu n'as jamais eu à le savoir. 30 livres, c'est un serviteur, ou du charbon. Et ce n'est pas les deux, et il ne reste rien pour un médecin. Me comprends-tu? Il n'y a pas d'année dedans, et pas d'année suivante. Il n'y a que la semaine. Ma tante, je ne demande pas de pitié. Je te fais une arithmétique. Ses mains se fermèrent. Puis, en novembre 1814, ma sœur est morte. Et il y avait une fille de 14 ans à aller chercher à Yanton. Une lettre est arrivée d'un homme d'affaires d'un duc, pour dire que 40 livres par an venaient avec elle. Elle s'arrêta. J'ai compté chaque jour pendant 19 ans, dit-elle. Chaque jour. Et c'est ce que personne ne voit. Ma sœur n'a jamais compté un jour de sa vie. Elle a épousé un gardien de grenier par amour, et elle était heureuse. Et elle est morte heureuse. Je me suis assise dans cette pièce et j'ai compté. Et j'ai continué à compter pendant que d'autres femmes allaient se coucher. Vous auriez pu me le dire, dit Imogen. Quand? Quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 21 ans. Et qu'aurais-tu fait à 21 ans? Je serais parti. Oui, dit sa tante. Tu serais parti, et tu aurais emporté tes 40 livres avec toi. Et j'aurais eu 30 livres par an, et une fille de 18 ans sans robe pour se montrer. Elle le dit sans aucune honte, ce qui était la partie la plus terrible. Alors, je ne te l'ai pas dit. Et chaque trimestre, c'est devenu un mensonge un peu plus vieux. Et après assez de trimestres,
Un mensonge cesse d'être une chose que tu as dite et devient une chose à propos de toi. Et puis on a 54 ans. Et en juin 1821, dit Imogen, vous vous êtes assise à cette table, et vous avez écrit mon nom. Sa tante regarda dans le feu. Oui, tout, ma tante. J'ai écrit ton nom, dit sa tante. Dans cette pièce, à cette table, le 9 juin, vers 7 heures du matin, avant que la maison ne soit réveillée. Il m'a fallu 4 tentatives, et j'en ai brûlé 3. C'était la chose la plus facile que j'ai jamais faite, et je n'ai pas eu une seule heure de paix depuis. 400 livres, dit Imogen. Où sont-elles? Bath. Des robes. Une pelisse doublée d'écureuil qui a coûté 18 guinées. Et je le dépenserai à nouveau. Et voilà tout en une seule phrase. La bouche de sa tante se tordit. 91 livres sont allés à un homme à Londres qui avait l'oreille des Ewart. Et c'est une chose que je ne t'expliquerai pas. Le reste est parti comme l'argent part quand il est dépensé pour ressembler à de l'argent qu'on a toujours eu. Il ne reste rien, Imogen. Il y a cette maison avec un bail de 4 ans. Et une horloge qui perd 4 minutes par semaine. Vous me disiez chaque dimanche que personne ne viendrait pour moi. C'est vrai. Pourquoi? Et sa tante, qui n'avait pas pleuré aux funérailles de son mari, mit sa main sur ses yeux. Parce que si quelqu'un venait pour toi, dit-elle, quelqu'un m'aurait demandé les comptes. Voilà. 9 ans de dimanche. 9 ans d'une femme pliant un journal en 4 et disant à une fille près d'un buffet qu'elle n'était désirée par personne au monde. Et le faisant non par haine, non par cruauté, pas même par méchanceté. Le faisant par comptabilité. Imogen se rendit compte qu'elle devait détourner le regard un moment, vers le rectangle pâle sur le mur où se trouvait le buffet. C'est la pire chose que quelqu'un m'ait jamais dite, dit-elle. Oui, dit sa tante, je sais. À la porte, sa capuche relevée, Imogen s'arrêta. Que voulez-vous que je fasse, dit-elle. Madame Pargeter ne se retourna pas. Je veux que tu fasses ce qui est juste, dit-elle. Et j'aimerais beaucoup que ce qui est juste n'arrive pas aux assises en mars, où ma fille devrait s'asseoir dans une galerie et l'entendre. Ce n'est pas une supplique. C'est ce que je veux, tu m'as demandé. Novembre s'acheva sous la pluie. Imogen travailla. Il est beaucoup plus facile de réfléchir à 4 heures du matin les bras dans un pétrin qu'à minuit dans un lit. À la fin du mois, elle avait retourné la chose tellement de fois que les coins s'étaient arrondis. Ce à quoi elle revenait sans cesse n'était pas les 400 livres, mais le grenier, un espace sec pour 140 tonnes de grains, fermé depuis 11 ans, une ville de 9000 habitants où les pauvres achetaient leur pain par demi-quartier au bout le plus cher de Sheep Street. Ils ne pouvaient pas payer un pain entier d'un coup, ce qui est la plus vieille taxe sur les pauvres qui soit. Elle le dit une fois à la boulangerie. Et la vieille femme leva les yeux. Et qui va le gérer? Je ne sais pas. Ne mens pas dans ma boutique, ma fille. L'Assemblée de Norbury se tenait le premier jeudi de décembre dans la grande salle au-dessus de la halle au blé, à la lueur de 100 bougies et au son d'un mauvais violoniste. Madame Kettlewell y avait souscrit pendant 11 ans et n'y était allée que 2 fois. « Tu viendras, dit-elle. Tu viendras, et tu mettras la grise, et tu prendras mon bras à la porte, et tu ne te presseras pas pour monter ces escaliers. Ils me regarderont. Ils te regardent depuis un mois la porte fermée, dit la vieille femme. Laisse-les le faire en face et en finir. La robe grise était celle de sa mère. Imogen avait retourné la jupe, élargi les coutures et mis une bande de velours noir à l'ourlet. Il n'y avait rien qui aurait fait se retourner une femme à Londres, et elle lui allait bien. Et elle était à elle. Elle ne portait aucun ornement, sauf le tampon de sa grand-mère, qui était dans sa poche, où il vivait depuis ses 14 ans. Elles montèrent les escaliers à 9 heures, et sa tante était déjà dans la pièce. Bien sûr qu'elle y était. Elle avait souscrit en septembre, avant tout cela, et s'absenter maintenant aurait été dire la chose à voix haute. Alors, elle se tenait sur le côté avec Dorinda à ses côtés dans la soie de bain du printemps dernier, le dos très droit. Il y avait un cercle d'environ 4 pieds de sol vide autour d'elle, que personne à Norbury n'avait mis là exprès, et que tout le monde maintenait. Imogen le vit, le comprit, et ressentit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir, c'est-à-dire aucune satisfaction. Madame Flatgate lui parla tout de suite, gentiment, près de l'urne à thé. Madame Winslow ne le fit pas. Madame Winslow attendit qu'il y ait peut-être 30 personnes à portée de voix, puis elle dit, de la voix que les femmes utilisent quand elles ont l'intention d'être citées, « Mademoiselle Kelbury, comme vous avez l'air bien. » On entend dire que beaucoup de bien vient de quitter sa famille. La pièce ne devint pas silencieuse,
car les pièces ne le font jamais. Elle s'éclaircit seulement, comme une forêt s'éclaircit quand quelque chose s'y déplace. « Madame, dit Imogen, nous vivons sous ce toit, continua la femme, nourrie, vêtue, maintenue respectable, et maintenant il y a des avocats au marché au blé et la chaise d'un duc à la porte d'une boutique. C'est beaucoup de problèmes à causer à une femme qui vous a recueilli quand personne d'autre ne le voulait. »« Oui, madame, dit Imogen. C'est vrai. Ce n'était pas la réponse qu'elle avait préparée et il n'y avait rien derrière. Et dans ce vide, de l'autre côté de la pièce, entra Sir Miles Trumbull avec son avocat à ses côtés et une mallette en cuir sous le bras. Les magistrats vont aussi aux assemblées et il avait, Dieu l'aide, voulu bien faire. Mademoiselle Kelbury, un mot, si je puis me permettre. Monsieur Gorst a les papiers dont nous avons parlé et je pense qu'il est préférable qu'il soit vu par Sir Miles, dit Imogen. Madame, pas dans un coin, dit-elle. Elle était consciente de sa propre voix et de la distance qu'elle portait, bien plus loin qu'elle ne l'avait jamais laissé porter de sa vie. Vous avez eu la bonté de me dire la vérité dans une boutique, alors que vous auriez pu me raconter un mensonge réconfortant, dit-elle. Cette ville se raconte une histoire sur moi depuis 5 semaines. Je ne resterai pas dans un coin pendant que c'est réglé tranquillement par 3 hommes qui m'apprécient. Puis-je le dire ici? Sir Miles Trumbull la regarda un moment, puis il fit une chose dont Norbury parla pendant 20 ans. Il recula, se tourna, et dit à toute la salle de sa voix de juge, « Mesdames et messieurs, Mademoiselle Kelbury sera entendue. » Le violoniste s'arrêta au milieu d'une mesure. Imogen se tenait au milieu de la grande salle, au-dessus de la halle au blé, dans la robe grise retournée de sa mère, avec 100 bougies allumées, et constata que ses mains étaient parfaitement stables. « La plupart d'entre vous connaissaient mon père, dit-elle. Reuben Kelbury tenait le grenier de Highfern. Le 24 mars 1812, le défunt duc de Calverton a ordonné l'ouverture de ce grenier et la vente de la farine à moitié prix sous la halle. Et mon père se tenait à l'extrémité nord et la servait. Certains d'entre vous étaient dans cette file. Les tréteaux se sont renversés à 8h15 et mon père est passé dessous et a vécu 3 jours. Personne ne bougea. Après sa mort, le défunt duc a accordé 40 livres par an à ma mère et à moi. Il l'a payé de sa propre poche pendant 11 ans et ne l'a dit à personne, y compris à son fils. Il a mis de côté 400 livres de plus à me verser en main propre à mes 21 ans. Il a écrit dans l'accord que je devais apprendre mes lettres et n'être lié à aucun service. Elle laissa cela en suspens. Je n'ai jamais entendu parler d'un seul sou de tout cela avant le 10 octobre de cette année. Quelque part à l'arrière, une femme dit assez clairement « Oh, l'argent a disparu, dit Imogen. Tout. Et les reçus n'ont pas été signés par moi. Je l'ai dit à Sir Miles Trumbull sous serment, et je le dis ici, et je ne le retirerai pas. » Elle tourna la tête, et sa tante se tenait sur le côté de la pièce, les mains à la taille. « Ce papier est une affaire de pendaison, dit Imogen. Sir Miles me l'a dit à la boulangerie le 4 novembre et j'y ai très peu pensé depuis. On me demande si j'irai aux assises en mars. » Toute la salle regardait maintenant la femme près du mur, et elle regardait le sol à 8 pieds devant elle. Ed Dorinda avait saisi la manche de sa mère à 2 mains. « Non, dit Imogen. » Le mot résonna au-dessus de 100 bougies. « Je n'irai pas, dit-elle. Pas parce que j'ai pardonné à qui que ce soit. Je ne l'ai pas fait. Cela prendra des années, je suppose, et peut-être jamais. » Elle regarda autour de la pièce et leur laissa voir son visage. « Je n'irai pas parce que l'argent était le prix de mon père, et je ne vais pas dépenser le prix de mon père pour acheter une corde. Assez de gens de cette ville ont été sortis de sous cette halle. » Madame Kettlewell, près de l'urne à thé, mit sa main sur sa bouche. « Mais je ne vais pas non plus me laisser calomnier, dit Imogen. Alors, écoutez le reste. Madame Pargeter signera un papier devant Monsieur Gorst demain, exposant ce qui a été pris et quand. Il sera gardé dans son coffre-fort. Il ne sera ni publié ni montré à personne, à moins qu'un seul mot ne soit dit dans cette ville contre ma réputation. Et alors le crieur public le lira à la croix du marché. Ce n'est pas une menace, c'est un reçu. Elle saura ce qu'est un reçu. La tête de sa tante se releva enfin, et elle paiera, dit Imogen. 5 livres par an sur 30, aussi longtemps qu'elle les aura. Pas à moi. Je n'en prendrai pas un shilling. L'argent ira au compte de farine de la paroisse au grenier de Highfern, au nom de mon père, chaque trimestre, et elle l'y portera elle-même.
Il y eut un long et étrange silence dans la grande salle au-dessus de la halle au blé. Puis sa tante s'avança dans les 4 pieds de sol vide que la ville avait créés autour d'elle et s'arrêta devant sa nièce. Elle ne parla pas, et elle ne dit jamais par la suite un seul mot de cette soirée à personne, ni à sa fille, ni à son avocat, ni sur son lit de mort 20 ans plus tard. Elle fit la révérence. C'était une révérence correcte, du genre qu'une femme de 54 ans fait à quelqu'un de supérieur, faite lentement devant tout le monde. C'était la chose la plus terrible qu'Imogen ait jamais eu à endurer sans bouger. Puis elle prit la main de Dorinda et descendit les escaliers. Monsieur Ewart, qui avait 26 ans et qui avait passé tout ce discours à devenir de plus en plus rouge, traversa la pièce en 4 enjambées et descendit après elle. Le duc de Culverton était entré à un moment donné pendant le discours et se tenait près de la porte. Il n'avait pas bougé et ne bougeait pas maintenant. Le violoniste, qui avait sa vie à gagner, recommença. Il la raccompagna en bas des escaliers de l'Assemblée à 11h moins le quart. Elle avait attendu toute la soirée qu'il parle. Et à la 4e marche, elle comprit qu'il n'allait pas le faire. Et à la 8e, elle comprit pourquoi. Et cela lui serra la gorge. « Vous n'avez rien dit ?» dit-elle en bas. « Non. Pourquoi ?» Le duc de Culverton regarda la place mouillée et la forme noire de la halle. « Parce que tout ce que j'aurais dit dans cette pièce, vous auriez dû y répondre devant 100 bougies. Et Madame Winslow, dit-il, vous avez eu 9 ans à être arrangée, et je ne vais pas vous arranger dans un escalier. » Imogen serra son manteau à la gorge. « Alors dites ce que vous auriez dit. »« Je dirai autre chose. » Il se tourna. « La porte de Highfern n'est pas fermée à clé. Elle ne vous a jamais été fermée. Mais je n'enverrai pas de chaise, et je n'écrirai pas, et je ne viendrai plus au marché au blé jusqu'à ce que vous veniez à moi. Si vous ne venez jamais, vous ne venez jamais. Et le grenier ? Le grenier ouvre en janvier, dit le duc. Il ouvre si vous épousez un brasseur à Bristol. Il ouvre si vous ne me parlez plus jamais de ma vie. C'était dû avant même que je ne voie votre visage. Sa bouche fit le presque. Je voudrais que ce soit parfaitement clair, car j'ai l'intention que ce soit clair pour le reste de ma vie. Il la fit monter dans la chaise de louage lui-même, ferma la porte et recula. Il tint parole et n'écrivit pas. Le grenier de Highfern fut ouvert le 17 janvier 1824, en présence de Sir Miles Trumbull et du recteur. 11 ans de poussière en furent balayés par 8 hommes en 3 jours. La farine fut vendue 1 shilling de moins que dans Sheep Street, et le panneau au-dessus de la porte portait un nom qui n'était pas celui du duc. Le commerce au marché au blé en profita. En février, la boulangerie produisait 2 fois plus qu'en octobre, et Madame Kettlewell engagea 3 femmes au pétrin et un garçon pour la brouette. Madame Pargeter y apporta 5 livres à la dame de Mars, à pied. Elle les remit, donna son nom pour qu'il soit inscrit, et parcourut les 8 miles du retour. Elle le fit de nouveau à la Saint-Jean, et elle le fit pendant 19 ans. Le dernier dimanche de mars arriva, clair et froid. Imogen sortit 13 pains à 6 heures, en mit 12 sur la planche et resta un moment avec le 13e dans ses 2 mains. Puis elle l'enveloppa dans un linge, enleva son tablier et dit à Madame Kettlewell qu'elle serait de retour avant la nuit. « Prends la charrette, dit la vieille femme sans se retourner. Je marcherai. »« Bien sûr que tu marcheras. Il y a 8 miles du marché au blé à Highfern. » Elle le fit en 2h40 et n'était pas fatiguée du tout. Elle remonta l'allée entre les moutons. Elle se tint à la porte pendant peut-être 1 minute, assez longtemps pour qu'un visage apparaisse à une fenêtre et disparaisse. Puis elle souleva le heurtoir en fer et frappa 2 fois, sans hâte, comme quelqu'un qui a toute la journée. Il ouvrit lui-même. Un laquais traversait le hall derrière lui en courant, et le duc de Calverton arriva le premier, en manche de chemise, avec de l'encre sur son 2e doigt. Mademoiselle Kelbury. Votre grâce. Aucun d'eux ne dit rien pendant un moment, et quelque part dans la maison, une horloge qui donnait l'heure exacte sonna la demi-heure. Imogen déballa le linge et tendit le pain. Il était encore légèrement chaud au centre, comme l'est un pain après 8 miles et 3 heures. Là, dans la croûte, se trouvait la marque peu profonde d'une main ouverte, tenant 3 épis de blé, avec 2 lettres en dessous. « C'est le 13e, dit-elle. Il le regarda et ne le prit pas. « Vous m'avez parlé du 13e, dit-il. En novembre, au coin de votre table. C'est exact. » Le vent de mars contourna la maison, lui arracha le linge des mains et le lui rendit. « Vous l'avez porté sur vous depuis.
On ne fait pas du pain parce que quelqu'un arrive. On fait du pain pour qu'il y ait quelque chose de prêt quand il vient. Elle sentit que ses mains tremblaient maintenant, ce qu'elle n'avait pas fait devant 100 bougies, et elle les laissa trembler. Je ne suis pas venu pour le grenier. Non, je ne suis pas venu parce qu'on me doit quelque chose, ou parce que j'ai peur, ou parce qu'une femme de 23 ans avec 9 shillings par semaine devrait être raisonnable. J'ai tout calculé, votre grâce, à la manière de ma tante, et puis j'ai mis le papier au feu. Elle leva le menton. Je suis venu parce que je le veux. C'est tout ce qui compte. Le reste, c'est de la farine. Le duc de Culverton prit le pain de ses mains et le posa très soigneusement sur la table du hall, sur une plaque de marbre où un chapeau aurait dû aller. « Victor, dit-elle. » C'était la première fois qu'elle le tournait dans sa bouche depuis 5 mois sans jamais le laisser sortir. Il ferma les yeux une seconde. « Demandez-moi maintenant, dit Imogen Kelbury. » Et il lui demanda, sur son propre seuil, en manche de chemise, avec le vent de mars qui entrait autour d'eux. Et elle dit oui avant qu'il ait fini, ce dont on la taquina pendant 40 ans. Le Norbury Journal du 4 mai 1824 arriva à la boulangerie du marché au blé, plié en deux, sentant l'encre et l'humidité de l'imprimerie. Madame Hester Kettlewell le lut à voix haute, les manches retroussées et les lunettes baissées. D'abord le prix du blé, car une femme doit savoir ce que coûte son pain, puis les ventes, puis les décès. Et enfin, parce qu'elle le gardait depuis mardi, la colonne intitulée « Mariage dans le comté ». Sa grâce, le duc de Calverton, de Highfern dans ce comté, à Imogen, fille unique de feu M. Reuben Kelbury, du même lieu. Rellis lay, dirent les 3 femmes au pétrin. Elle le lut 4 fois, puis elle dut aller se tenir dans la cour. Ils se marièrent à Yarnton, discrètement, un mardi, avec Madame Kettlewell et Dorinda Ewart, et 11 membres de la famille du duc dans l'église. Et par la suite, à Highfern, chaque dimanche de sa vie, la duchesse de Calverton sortit 13 pains. 12 allaient à l'intérieur, le 13e était estampillé d'une main ouverte, tenant 3 épis de blé, et déposé sur le rebord du portail pour quiconque viendrait. Sa tante avait eu raison sur une chose. Une femme qui s'assoit à une fenêtre en attendant ne vit pas. Mais il y a une différence entre attendre à une fenêtre et garder le pain prêt. Il fallut 23 ans à Imogen Kelbury pour l'apprendre. Et c'est la seule chose qu'elle ait jamais enseignée à ses filles qu'elle leur ait enseignée 2 fois. Quelqu'un arrive. Il peut avoir 11 ans de retard. Il peut frapper si doucement que vous l'entendez à peine par-dessus le pliage d'un journal. Vous ne pouvez pas le faire venir. Et vous ne devez pas rester assise à l'attendre. Et vous ne devez jamais laisser personne vous dire que la porte ne vaut pas la peine d'être ouverte. Vous faites le 13e pain. Vous le mettez sur le rebord. Et vous continuez votre travail avec de la farine dans les plis de vos jointures jusqu'au matin où le heurtoir frappe 2 fois, sans hâte, et que toute votre vie se tient sur le seuil. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et permettre que ces histoires restent gratuites pour tous, ma nouvelle trilogie, La promesse du duc, est maintenant disponible. Plus de 600 pages et plus de 24 heures de narration avec cette même voix, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Elle vous attend sur timelesslovebooks.com. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Comme toujours, merci d'être là.